Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychanalyse et civilisation. Psychanalyse et civilisation. Collection dirigée par Jean Nadal. L'histoire de la découverte de la psychanalyse témoigne que démarches cliniques et théories issues de champs voisins ont concouru, par étayage réciproque, à élaborer le concept d'inconscient, à éclairer les rapports entre pathologie et société et à reconsidérer les liens entre le malaise du sujet singulier et celui de la civilisation. Dans cette perspective, la collection Psychanalyse et civilisation tente à promouvoir cette ouverture nécessaire pour maintenir en éveil la créativité que Freud y a trouvée pour étayer, repenser et élargir la théorie. Ouverture indispensable aussi pour éviter l'enfermement dans une attitude solipsiste, qui, en voulant protéger un territoire et préserver une identité, coupe en réalité la recherche psychanalytique de ses racines les plus profondes. Dernière parution. Jean Broustra, Détestation de mots. Mots intrigants et quelques amours, 2020. Alain Lefebvre, Psychanalyse critique de la destinée, du théâtre antique à l'inconscient, 2019. Louis Moreau de Bélin, D'un sens l'autre, le sacré profane et l'entre-nous, 2019. Uria Sarantes, La cité des dames, enquête sur les relations entre la psychanalyse et les féminismes, 2019. Martine Reca, Dire, Salomon Reynick, un psychanalyste à l'écoute de la folie, 2019. Saverio Tomasella, La subjectivité face au désastre, subjectivation et catastrophe, 2018. Jean Broustra, Psychose et langage. Scène psychothérapique du dire, 2018. Michel Basse, Mort de la clinique. Analyse de la fracture du système de santé, 2018. Jean Nadal, La pulsion de peindre. La toile et son inconscient, 2018. Marie-Laure Daimon et Michel Brouta, Dire, Les algorithmes de l'étrangéité, psychanalyse et anthropologie critique, 2018. Remerciements. Remerciements. À Monsieur Jean Nadal. À Monsieur Georges Aboltvter. À Madame Nathalie Le Calvé. Aux membres du séminaire. À tous les animaux dont l'homme. Exergue. Les animaux incarnent la volupté, la liberté, l'autonomie, ce à quoi nous avons renoncé. Sylvain Tesson. Introduction. Mais pourquoi diable inviter des animaux dans une histoire de psy ? Facile de se douter qu'il existe une école de psy, pour qui la clinique n'a que faire de la nature du corps biologique et autres calembredènes, billevesées et fariboles. C'est de la pure culture, du langage qu'il s'agit. L'autre école ne vénère que la molécule commune à l'animal et à l'homme. La coupure, nette, existe dans les milieux psychanalytiques, les lacaniens d'un côté arc-boutés sur le symbolique, la structure et le nom du père, et de l'autre, tous les autres. Au milieu, la chose entre deux chaises, ce qui est un rien mal commode, qui tire à U et à dia, les psys comme l'Antéry Laura qui ne peuvent ignorer l'endocrinologie, la neurologie, ni la zoologie, l'ethnographie ou l'anthropologie. Ajoutons une pincée de littérature, de linguistique, de poésie et une bonne louche de bricolage plus ou moins artistique. Que dit Lévi-Strauss ? À la recherche obstinée des lois déterminant l'esprit humain et son fonctionnement, que nous avons élu pape du structuralisme ? Derrière la contingence superficielle et la diversité incohérente, semblait-il, des règles du mariage, nous avons dégagé, dans les structures 1949, un petit nombre de principes simples, qui étaient ramenés à un système signifiant. Cependant, rien ne garantissait que ces contraintes fussent d'origine interne. 2. La mythologie n'a pas de fonction pratique évidente. Elle semble parfaitement libre de s'abandonner à sa spontanéité, créatrice. Par conséquent, s'il était possible de démontrer que dans ce cas aussi, l'apparence arbitraire, le jaillissement prétendu libre, l'invention qu'on pourrait croire débridée suppose des lois opérant à un niveau plus profond, la conclusion deviendrait inéluctable que l'esprit, livré au tête-à-tête avec lui-même, avère ainsi sa nature de chose parmi les choses. Il nous suffira d'avoir acquis la conviction que si l'esprit humain apparaît déterminé jusque dans ses mythes, alors a fortiori il doit l'être partout. 1964. 3. En 1962, il nous invite à réintégrer la culture dans la nature. L'opposition entre nature et culture sur laquelle nous avons jadis insisté, semble aujourd'hui offrir une valeur surtout méthodologique.
Dans notre perspective par conséquent, le moi ne s'oppose pas plus à l'autre que l'homme ne s'oppose au monde. Les vérités apprises à travers l'homme sont du monde, et elles sont importantes de ce fait. Cela est vrai des vérités mathématiques. Les énoncés de la mathématique reflètent au moins le fonctionnement libre de l'esprit, c'est-à-dire l'activité des cellules du cortex cérébral, relativement affranchies de toute contrainte extérieure et obéissant seulement à leurs lois propres. Zoologie et anthropologie, même combat. 4. Si vous ne voulez pas tomber dans un pessimisme mortifère, lisez ou relisez Chomsky, le contempteur du structuralisme. La science ne peut prévoir les exploits des artistes ou les découvertes de ces mêmes scientifiques. S'apercevoir après coup que l'on a consacré un livre en 2008 à la politisation de l'ordre sexuel qui questionnait la volonté de l'ordre symbolique oedipien de se croire éternel, le crépuscule des pères, et se pencher sur les nouvelles pratiques queer inspirées entre autres par Foucault et Judith Butler. Un autre livre, La chair et le signifiant en 2016, qui voulait maintenir haut et fort la suprématie du corps sur ce signifiant. Un troisième ouvrage intitulé Inconscient et algorithme en 2017 qui, avec beaucoup d'ingénuité, voyait dans l'algorithmisation du monde un prolongement possible du structuralisme. Ne manquait à la fermeture du cercle que de faire de l'homme un singe nu, aussi haineux envers ses proches que les dinosaures, adepte de la philosophie du porc et de la logique de la soupe et de faire de ce singe un précurseur de l'homme. Pauvre immaculée conception du langage. L'évolution. Petite polémique introduite par Michel Serres dans la revue Le Débat, lorsque celle-ci a tenté de réfléchir à la notion d'histoire. Selon Serres, 2 oublis majeurs. Oubli du grand récit des corps inertes, du Big Bang, du boson, du début de l'univers il y a 15 milliards d'années, notre Terre n'ayant elle que 4 milliards d'années. Oubli de l'évolution. Les fossiles, les monocellulaires, le temps des vivants il y a 3 milliards d'années, les arthropodes qui gagnent les premiers la terre ferme il y a 490 millions d'années, les premiers dinosaures et mammifères il y a 200 millions d'années. Toute chose inerte ou vivante reçoit de l'information, en émet, la traite et la stocke. L'écriture n'en est qu'une forme particulière. Puis surgit l'histoire du destin humain, nano-instant. Éric Carcenti affirme que le vivant ne constitue pas un règne à part, et que nous sommes aujourd'hui très loin de l'idée un peu magique de principe vital. La matière, les cellules sont régies par des processus physico-chimiques qui prévalent d'un bout à l'autre de l'univers. Le vivant, ce sont des molécules qui se déplacent et entrent en action les unes avec les autres et qui ainsi génèrent des structures à la façon des bancs de poissons ou des nuées d'oiseaux. Personne ne leur dit de produire ces formes merveilleuses, elles émergent de leurs interactions, ces dynamiques qui sont au cœur de la vie. Cela tient aux contraintes physiques universelles de la matière. Lorsque les cellules se divisent, elles sont soumises à certaines lois qui régissent leur forme, leurs interactions, leurs déplacements. Qu'il s'agisse de celle d'une plante qui pousse, d'un corps céleste en mouvement dans le cosmos ou de celle d'un embryon, les mêmes schémas dictent leur comportement et la matière, vivante ou non, s'organise d'elle-même sous leur effet. C'est Einstein qui a établi que ces mouvements découlent de la chaleur et de l'énergie. Lorsque la température s'élève au-dessus de 0 degré, les molécules contenues dans un liquide commencent à s'agiter en tous sens. Elles entrent alors en collision avec d'autres particules, les bousculent et les font interagir. La vie constitue une forme particulière et complexe d'organisation de la matière. Beaucoup de chercheurs estiment aujourd'hui qu'elle devait, d'une certaine façon, nécessairement apparaître. Elle s'est développée sur notre planète au gré de la dissipation de l'énergie, et des différents phénomènes de non-équilibre qui en ont découlé. Tout être existe grâce à un ensemble de rythmes, cardiaques, hormonaux, ceux des ondes cérébrales, de la division cellulaire qui proviennent de cette absence d'équilibre de la matière. Dans un environnement extraordinairement dynamique et instable, la physique statistique permet aujourd'hui de modéliser les comportements aléatoires de molécules. Pour que la vie se développe sur notre planète, il a fallu que surgisse une macromolécule d'ADN capable de conserver de l'information durant des milliards d'années sans pour autant être figée, se transformant en permanence. Par simplification, on emploie les lettres ACGT adénine A, cytosine C, guanine G et thymine T pour désigner les molécules qui la composent. Ces molécules ont bel et bien créé un code, le code génétique. Comment, s'enchaînant chacune dans le long fil de l'ADN,
ont-elles pu conduire à sa formation? C'est là tout le mystère. C'est cela, le principe de l'auto-organisation des cellules, l'ordre qui émerge du désordre et engendre la complexité. L'agitation de particules, leurs interactions ont permis l'émergence de vésicules primitives avec une membrane capable de fusionner et donc d'échanger du matériel. Elles ont ainsi constitué des chaînes qui, on ne sait comment, ont fini par fonctionner ensemble, donnant naissance à un métabolisme. Leurs interactions, combinées à la sélection naturelle, ont éliminé des tentatives qui ne fonctionnaient pas et seuls les systèmes les plus stables ont survécu. Il y a plusieurs protocellules. Ce qui s'est produit sur la Terre a toutes les chances d'être survenu ailleurs. Ces éléments que l'on a longtemps cru propres aux vivants, nous en avons retrouvé partout, toutes les briques sont là. Jacques Monod disait qu'il était totalement improbable qu'un phénomène aussi extraordinaire ait pu se produire ailleurs que sur la Terre. En fait, c'est tout le contraire. Il est très improbable que ce ne soit pas le cas. La vie sur Terre ne représente qu'un instant. Apparue voici 4 milliards d'années, elle devrait disparaître dans 10 milliards d'années lorsque notre Soleil explosera. À l'échelle cosmique, c'est bien peu. Oui, la vie doit certainement exister ailleurs, mais la probabilité que nous puissions la rencontrer semble bien mince. La publication de l'origine des espèces, le 24 novembre 1859, fut un véritable coup de tonnerre. Darwin avait d'ailleurs hésité 10 années durant à rendre publiques ses réflexions, craignant entre autres de heurter les convictions religieuses créationnistes de son épouse. Il expliquait la diversité des formes vivantes par un mécanisme purement matériel, la sélection naturelle. Les espèces évoluent, varient en permanence au hasard, et les formes les plus adaptées sont sélectionnées par la nature, l'environnement. Il n'y a pas de force transcendante. L'humanité est sur le même plan que n'importe quelle espèce animale susceptible d'évolution. L'évolution n'était pas une idée totalement nouvelle. Lamarck, 1744 à 1829, soutenait que les espèces se transformaient mais qu'il y avait une force organisatrice. Pour Darwin, la sélection naturelle est aveugle, il n'y a pas de finalité. Les formes vivantes évoluent spontanément et de manière aléatoire. Darwin ignorait, bien entendu, la génétique mais lors du célèbre procès des thèses de Darwin, à Oxford le 30 juin 1860, l'évêque anglican Wilberforce avait tout de suite saisi l'ampleur de ce qui était en cause. L'idée que l'homme est un animal comme les autres est incompatible, non seulement avec la parole de Dieu sur ce sujet, mais encore avec la représentation de la condition morale et spirituelle de l'homme. Il fallait déjà condamner Lamarck dont l'idée d'un développement progressiste autonome de la nature, sans référence à une transcendance garante d'un ordre social aussi immuable que les espèces, venait conforter les idées des Whigs, anticléricalisme et matérialisme, ce qui sabotait déjà les valeurs de la conservation sociale éternelle divine. Mais avec Darwin c'était pire, il niait l'idée même du dessein intelligent. Seul le hasard. En 1866, 7 ans après l'origine des espèces, le moine Mendel énonce ses lois à la base de la génétique moderne, permises par l'étude des hybridations des variétés de poids, la méiose, les allèles, les lois de dominance, de récession, génotype et phénotype. Viendrait-il à quiconque, en France, l'idée de contester les théories de l'évolution, raillant au passage les affreux croyants créationnistes américains pour qui Dieu aurait figé les espèces de toute éternité? Celles-ci ont évolué, comme l'a montré Darwin. Les vivants actuels et passés sont tous liés généalogiquement au sein d'un arbre qui n'a qu'une seule origine. Le lieu de l'évolution est celui non pas des individus, mais celui de la population, ensemble de sujets appartenant à la même espèce obéissant aux critères de l'interfécondité. D'où l'importance pour Darwin de la sélection sexuelle, de l'attraction sexuelle, l'amour et la haine mènent le monde. L'évolution définie est un espace, un temps, une histoire, un environnement, une niche écologique singulier. Les populations se transforment car elles... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.